Voilà notre regroupement avec M. Eduardo Traversa, qui est le professeur de droit fiscal à l'UCL, et qui a réalisé en 2019 avec Nicolas Bernard une recherche pour le Conseil consultatif bruxellois du logement sur les leviers fiscaux régionaux susceptibles de favoriser l'accès à la propriété et à la location abordable. Et voilà, il va nous présenter notamment les résultats de ce travail-là. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, on n'est pas oui, le bon vert. Ouais. Ça va comme ça? Bonjour à tout le monde. Très heureux d'être ici pour discuter d'un thème chaud comme la température dehors. Un thème mouvant aussi. Je remercie les deux orateurs d'avant d'avoir fait un peu le travail difficile de répéter une première fois quelque chose, de vous introduire une première fois quelque chose de très complexe. Mon rôle sera d'une part de vous répéter, peut-être sous un autre angle, partie de ce qui a été dit pour fixer clairement les règles du jeu, et puis d'essayer d'explorer certaines pistes de réforme pour rendre les loyers plus abordables à Bruxelles. Alors, je vais faire comme d'habitude on ne fait pas quand on présente quelque chose, je vais déjà vous livrer la conclusion. Donc, pour ceux qui veulent s'endormir après, ils vont bien. En fait, la fiscalité est un outil en matière de politique immobilière qui est essentiel, mais sur l'aspect spécifique de la régulation des loyers, je crains que ce soit un outil qui ne soit pas le plus adéquat, en particulier parce que les effets d'une modification des règles fiscales en matière immobilière ont un impact sur les loyers qui est toujours incertain. Et donc, on peut partir avec les meilleures intentions du monde. C'est difficile de pouvoir prévoir avec un certain degré de certitude que les mesures que l'on souhaite mettre en place, en revoyant par exemple la fiscalité sur les revenus locatifs, aura un impact positif sur les loyers. En particulier aussi parce que lorsqu'on parle de rendre les loyers plus abordables, on parle essentiellement de comment mieux soutenir les locataires. Le fait de taxer plus ou moins les propriétaires est finalement un autre type d'exercice. C'est de manière générale en matière fiscale. Lorsqu'on taxe plus certains, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avantager les autres. Tout dépend des mesures de complément qu'on associe et qu'est-ce qu'on fait effectivement avec les éventuelles recettes fiscales supplémentaires qu'on aura collectées. Mais je reviendrai là-dessus après pour ceux qui ne dormiront pas. Alors, on rappelle le rôle de la fiscalité, c'est très important en matière immobilière parce que souvent, surtout dans le débat politique, on a tendance à tout de suite, souvent parler du troisième rôle. On va utiliser la fiscalité comme incitant pour orienter les comportements. On parle régulièrement du deuxième rôle, de redistribuer, mais un peu moins du premier rôle qui est quand même le rôle essentiel, c'est d'assurer des recettes stables pour financer les autres politiques. Donc, quand on touche à la fiscalité, il faut vraiment se poser la question de savoir quel est l'impact, la stabilité budgétaire, mais surtout sur le fait de pouvoir financer d'autres types de politiques. Donc ça, c'est essentiel, et d'autant plus qu'il y a une interaction très forte entre ces trois fonctions, et en particulier, et on l'a constaté plusieurs fois, le fait de mal calibrer des incitants fiscaux crée en fait des coûts très considérables pour les budgets, avec des effets qui sont parfois assez limités par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Et donc, on perd, je dis pas bêtement, parce que quand on met un incitant, il y a toujours un effet, mais je pense par exemple à des incitants fiscaux mal calibrés en termes
de rénovation, par exemple, peuvent aboutir à des coûts très considérables par rapport à un résultat assez limité. Alors, on l'a souligné, mais c'est important de le redire, la fiscalité immobilière en Belgique, c'est dire un hybride entre un labyrinthe et un gruyère. Donc, ça sent pas très bon et on n'y voit pas très clair. Ce qui veut dire que personne ne sait très bien. Tout le monde est un peu compétent, mais par morceaux. Par morceaux, et avec aussi des trous, dans la mesure où, pour certaines réformes fondamentales, en fait, les pouvoirs qui devraient être compétents parce qu'ils en supportent les conséquences ne le sont pas, tandis que le niveau de pouvoir qui n'en supporte absolument pas les compétences budgétaires a la compétence, on dit matérielle, c'est particulièrement le cas en matière de revenus cadastral. L'État fédéral est compétent, mais il s'en fout, parce que ça lui coûte très cher et politiquement et économiquement de procéder à une péréquation, tandis que ce sont les régions et les communes qui supportent les conséquences du fait qu'on n'a pas adapté le revenu cadastraux depuis 40. Alors, tous les impôts, d'une manière ou d'une autre, ont une dimension immobilière aussi. Donc, ce qui rend vraiment difficile le fait de pouvoir mettre en œuvre une politique coordonnée, c'est que, évidemment, donc, il y a la TVA lorsque vous achetez un immeuble neuf. Certains loyers professionnels sont même soumis à la TVA. L'impôt sur les revenus, on en a parlé, hein, mais aussi à l'impôt des sociétés. Il y a toute une série de sociétés immobilières, y compris des personnes physiques qui se mettent en société, qui, au travers de cela, achètent des immeubles. Donc, il faut faire attention aux interactions entre les deux, hein, de manière générale. Dès lors que c'est assez facile en Belgique de pouvoir, en tant que personne physique, indépendant, dirigeant de société, de passer du régime de l'impôt des personnes physiques à l'impôt des sociétés, mais si vous touchez à l'un, vous devez vous poser la question de l'implication pour l'autre. Ça, c'est pour le fédéral. Donc, le fédéral est aussi compétent en particulier, on l'a dit, en ce qui concerne l'imposition des personnes physiques sur les loyers. Hein, sur les... Alors, les régions, on l'a dit, hein, compétences en matière de précompte immobilier, mais là, attention, compétences de fixation du précompte immobilier, du taux, des exonérations, des réductions, mais pas de la base, le revenu cadastral, sauf si elle change, et pas vraiment de compétences aussi en termes de recettes, parce qu'on l'a vu, l'essentiel va aux communes. Hein. Compétences très importantes des régions en matière immobilière, les taxes sur les transactions, les droits d'enregistrement. Là, les communes, les régions ont complètement la main et comptent sur ces recettes pour le budget, hein, et particulièrement à Bruxelles. Hein, les droits d'enregistrement sur les transactions immobilières, que ce soit des immeubles de logement ou des immeubles à destination professionnelle, représentent des recettes très importantes. Alors, petite particularité du système belge, non seulement on découpe la compétence fiscale entre niveaux de pouvoir selon les impôts, mais on arrive même, et ça, je crois, c'est assez unique au monde, on peut être fier de nous, on arrive à même découper les compétences à l'intérieur du même impôt. Et donc, en matière d'impôt des personnes physiques, c'est le fédéral qui va fixer comment on va taxer les loyers, mais c'est la région qui va éventuellement donner une réduction d'impôt dans les matières du logement. Et avec évidemment le risque que les régions choisissent des voies différentes, comme on l'a vu en ce qui concerne le bonus logement, c'est-à-dire l'avantage fiscal que vous recevez. Je ne vais pas utiliser avantage, parce qu'en fait, ça me fait penser, j'ai lu un livre d'un collègue aux États-Unis qui expliquait comment les think tanks néolibéraux américains avaient investi le vocabulaire fiscal en utilisant certains mots plutôt que d'autres. Et finalement, que même les démocrates utilisaient des mots comme, je traduis, tax relief, c'est-à-dire soulagement fiscal. Hein, ça donne vraiment l'impression que l'impôt, c'est une punition.
Donc, je vais utiliser plutôt qu'avantage ou incitant, je vais utiliser le mot privilège. Comme ça, c'est plus clair. Hein. C'est des régimes d'exception qui sont accessibles qu'à certaines personnes. Et donc, c'est plus clair. Et d'un point de vue juridique, je crois que c'est aussi plus correct qu'incitant, où on ne sait pas vraiment si ça a un effet incitatif ou bon, avantage qui a une dimension fixe. Donc, il y avait un privilège fiscal pour les personnes qui avaient conclu un emprunt hypothécaire pour acheter leur immeuble d'habitation au niveau fédéral. Et on a vu, conséquence de la régionalisation, que chaque région, notamment, enfin surtout en fonction de ses possibilités budgétaires, mais aussi pour d'autres raisons, avait utilisé sa nouvelle compétence pour transformer cet avantage ou le supprimer selon ses propres préférences. Et alors les régions peuvent créer de nouveaux impôts. Ça, c'est une particularité aussi belge. Tous les niveaux de pouvoir peuvent créer de nouveaux impôts. Les communes, les régions, l'État fédéral. Et il y a certaines règles, évidemment, pour éviter une trop grande multiplication. Les régions sont limitées. Elles ne peuvent pas créer de nouveaux impôts dans des domaines, dans des matières, comme on dit, qui sont déjà couvertes au niveau fédéral. Mais par exemple, on en a discuté, il n'y a pas, il y a quelques années, il n'y a pas d'impôt sur la fortune en Belgique au niveau fédéral, et donc on pourrait envisager, théoriquement, parce qu'il y a d'autres limites, mais on peut envisager un impôt global sur la fortune régionale, voire un impôt plus spécifique sur certains éléments du patrimoine. Voilà. Et bon, les régions coordonnent avec les communes en matière immobilière, on l'a dit, précompte immobilier, taxe régionale, avec une forte implication des régions et des provinces, et donc caractère essentiel de la collaboration entre niveaux de pouvoir qui n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. Notamment, et je crois que c'est le principal problème, au niveau fédéral, les administrations compétentes en matière immobilière, donc revenu cadastral, mais aussi là, en droit d'enregistrement que pour Bruxelles et la région wallonne, elles sont un peu démotivées parce que le fédéral n'investit pas beaucoup sur ses impôts dans la mesure où il bénéficie essentiellement aux régions. Donc ça, c'est un incitant aussi pour plaider. Je ne suis pas un grand fan de la régionalisation fiscale, mais pour un peu d'efficacité, que les matières essentielles à la mise en œuvre d'une politique, comme la politique immobilière, soient transférées au niveau régional. Les communes jouent un rôle important, je l'ai dit, peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui a été fait par de nombreuses communes pour des raisons essentiellement budgétaires, c'est que vu que les communes subissent les conséquences budgétaires du fait que le précompte immobilier est mal appliqué, par exemple parce que la base sur laquelle il est appliqué, le revenu cadastral, n'a pas été revu depuis des années, depuis 1980. J'ai l'âge de la dernière péréquation cadastrale. Donc, j'espère que mes enfants, donc j'espère de mon vivant voir. C'est un peu le fantasme d'un prof de droit fiscal. Donc, les communes ont pris les choses en main. Les communes ont pris les choses en main et ont décidé d'elles-mêmes en disant, mais si l'État fédéral ne le fait pas, eh bien, nous allons le faire. Et donc, on nommait ce que j'appelle des indicateurs experts, par exemple, des anciens fonctionnaires du cadastre à la retraite qui habitaient la commune, ou même d'autres. Allez passer un petit peu dans les rues, regardez si, à votre avis, telle maison correspond bien aux données que nous avons. Et donc, on procédait alors à de leur propre initiative à des ajustements. Alors, ce n'est pas des péréquations parce que ça ne concerne pas tous les immeubles, mais justement, hein, le période avait dit, des immeubles de confort zéro, ils seraient censés même pas avoir de toilettes sauf un trou dans le jardin. Et les communes ont décidé de revoir au cas par cas. Alors, et quand elles obtenaient les informations, eh bien, ces indicateurs experts ou ces fonctionnaires communaux allaient les apporter à l'administration fédérale qui procédait alors
à une revalorisation du revenu cadastral. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais ça a été entrepris de manière assez systématique par certaines communes, notamment Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek, des communes en Wallonie. Donc, les communes essayent de prendre les choses en main, mais la difficulté, c'est de faire ça de manière généralisée, et en particulier dans les communes qui ont des revenus cadastraux finalement assez bas, mais une population assez aisée, donc il n'y a pas d'obligation budgétaire véritablement de procéder à cette revalorisation, eh bien rien ne bouge. Donc, les communes sont un acteur important, quelles que soient les réformes en matière immobilière qui seront faites à Bruxelles, elles devront impliquer un peu, je pense, toutes les matières, une coordination avec les communes et d'éventuelles compensations. C'est important. Alors, quel est le problème? Quels sont les problèmes au niveau de la fiscalité immobilière? On a abordé la question du revenu cadastral qui ne correspond pas à la valeur réelle. Ça, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème, je crois que c'est encore plus grave, que bon, si tous les revenus cadastraux étaient sous-évalués de la même manière, soit. Si on sait que statistiquement, tous les revenus cadastraux, c'est grosso modo 20% du loyer réel, ben, on ajuste le taux. Hein. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous avez d'immenses disparités dans la même rue, hein, et sans parler d'entre quartiers, hein, basés sur la situation en 1975, basés aussi sur l'âge du bien, ou le fait que les banques de données n'ont pas été mises à jour. Hein. Quand vous habitez une maison très ancienne, eh bien, votre revenu cadastral sera nettement plus bas qu'une maison neuve dans la même rue. Hein. Et même chose, si vous habitez dans une maison, par exemple, dans le fin fond de Uccle, bon, c'est pas Bruxelles, mais dans le Brabant wallon, qui était répertoriée comme une petite fermette avec sans aucun confort, vous allez avoir un revenu cadastral nettement plus faible que une ancienne maison de maître de Saint-Gilles ou de Schaerbeek avec revenu cadastral très élevé, mais qui, vu l'évolution, a été divisé et finalement n'a pas du tout la même valeur vénale que cette ancienne fermette à Uccle. Donc il y a une immense inégalité entre les types d'immeubles, qui rend évidemment plus difficile le fait d'imposer des mesures générales parce que vous aurez toujours une personne, mais ça c'est pour toutes les réformes, mais c'est particulièrement en manière mobile, qui va être pénalisée. Parce que si vous dites que les revenus cadastraux sont sous-évalués, on va tous les multiplier, et c'est ce qu'on a un peu fait indirectement ces 30-40 dernières années avec des indexations spécifiques. On va augmenter pour tout le monde proportionnellement, ceux qui ont des revenus cadastraux qui sont déjà élevés par la valeur du bien, ils sont pénalisés par rapport à ceux qui ont des revenus cadastraux très faibles. Hein, donc, d'où l'importance d'avoir des données fiables et même si ça prend du temps, de constituer au niveau régional une base de données qui permette de prendre des décisions éclairées. Alors, on a le principe au niveau de l'impôt sur les revenus, là on l'a dit, des personnes physiques, c'est que quand vous louez un immeuble d'habitation, donc à une personne privée qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, eh bien vous allez déclarer dans votre déclaration fiscale, non pas le loyer que vous percevez, mais le revenu cadastral. Mais ça, ce n'est pas pour tout. Si vous louez à une personne qui l'affecte à son activité professionnelle ou à une personne morale, eh bien vous allez devoir déclarer le loyer réel. Donc, on a un double régime, en fait, qui dépend de ce qu'en fait le locataire, hein, avec parfois des mauvaises surprises pour le bailleur, parce qu'il croit louer à quelqu'un qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, puis on se rend compte, et après, il a un contrôle, elle ou elle a un contrôle fiscal et doit payer l'impôt sur les loyers réels. Donc, on a déjà un régime qui est un peu mixte, base réelle ou base cadastrale, et spécificité aussi du système belge. Vous êtes taxé de la même manière sur les immeubles que vous possédez, en plus de votre immeuble d'habitation, que vous les louiez ou pas. Donc,
il n'y a pas nécessairement d'incitation à la location. Précompte immobilier, compétence régionale, problème des revenus cadastraux, on l'a déjà évoqué. Les revenus cadastraux, ils sont utilisés à la fois pour l'impôt fédéral sur les revenus, mais ils sont aussi utilisés pour le précompte immobilier régional. Hein, et comme on l'a dit dans la réponse aux questions, ben, la région ne peut pas toucher au régime fiscal des loyers à l'impôt sur les revenus. Donc, si un propriétaire va être effectivement imposé sur les loyers réels, ça, la région n'a pas la main. Mais la région a la main sur le précompte immobilier. On pourrait dire maintenant, la taxe foncière, donc dans les faits devenue une taxe sur la propriété immobilière, eh bien, ne sera plus calculée sur la base du valeur cadastrale, mais sur la base d'une nouvelle valeur qu'on va déterminer, la valeur de marché, une valeur cadastrale régionale que l'on modifierait. Donc, ça, ce sont des mesures qui peuvent rendre le système peut-être plus juste que ce qu'il est maintenant, mais qui n'ont pas qui ne sont pas pensés pour rendre les logements plus abordables. J'en viens donc aux taxes de transmission, on les avait abordées. Là aussi, il y a des régimes différents qui s'expliquent par des répartitions de compétences et des choix historiques, mais qui, en pratique, ne sont pas très faciles à gérer d'un point de vue de politique du logement. Quand vous achetez un immeuble neuf, vous achetez l'immeuble avec TVA. Quand vous achetez un immeuble qui n'est pas neuf, c'est-à-dire qui a plus de 2 ans, depuis la première occupation, vous achetez un immeuble sans TVA, mais avec les droits d'enregistrement. 21% de TVA, 12,5% de droits d'enregistrement avec des réductions. Et ça varie selon la région. En Flandre, on peut descendre même jusqu'à 1%. Donc, tu as des différences selon que l'immeuble est neuf, l'immeuble est ancien. Ce n'est pas idéal parce que ça a tendance à décourager assez la construction d'immeubles neufs ou les rénovations très profondes qui vont aboutir à ce que l'immeuble soit considéré comme neuf, parce que vous allez voir, parce que c'est simplement plus taxé. Et surtout, en matière de TVA, la région n'a pas la main. Donc, c'est le niveau fédéral. Donc, quand il s'agit de toucher au régime fiscal des immeubles neufs, la région a moins d'outils. Elle en a, mais moins. Tandis que pour les droits d'enregistrement, là, la région peut mettre, comme la région bruxelloise l'a fait, des réductions qu'on a appelées abattements. C'est un privilège fiscal pour les nouveaux propriétaires. Donc, propriétaires qui sont uniquement propriétaires du bien qu'ils achètent. Et alors, si l'immeuble a moins de 600 000 euros, si la valeur de l'immeuble est de moins de 600 000 euros, on applique les droits d'enregistrement uniquement sur 200 000, je pense. 200 000 euros. Donc voilà, ils doivent rester dans la région pendant 5 ans. Donc là, on voit bien qu'on a mis en œuvre une politique, mais plus à destination des nouveaux propriétaires plutôt que des locataires. Ce qui fait dire aussi, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour les locataires? De manière générale, et là peut-être ce sont des mesures, des domaines où la fiscalité peut aider davantage que pour les loyers. On ne prend pas en compte l'état, la qualité du bâtiment dans l'application du régime fiscal. Donc, pas de lien avec la performance énergétique, pas de lien avec d'autres critères qui pourraient inciter les propriétaires à mettre sur le marché des biens de meilleure qualité. Donc, on a un système, comme vous avez pu le voir, et en particulier avec la taxation du revenu cadastral, qui, en fait, n'est pas du tout incitatif pour orienter le comportement des bailleurs. C'est un régime qui, vu le faible niveau d'imposition, dans de nombreux cas, incite
quelque part, à investir dans l'immobilier, à mettre en location, mais n'incite pas nécessairement à rénover. Parce que, imaginez, donc, si vous aviez un système de taxation des loyers réels, vous êtes taxé sur ce que vous percevez effectivement, mais vous pouvez déduire vos dépenses réelles afférentes à l'immeuble, et donc ben, vous êtes incité quelque part à faire plus de dépenses que ce que vous feriez, parce que ça va faire diminuer alors l'impôt final. Donc on est dans une situation où voilà, le système fiscal peut être amélioré, mais par rapport au loyer, on se pose encore la question de jusqu'où est-ce que la fiscalité peut aider. Alors, avant de venir avec quelques pistes, un mot sur, pas comment je dois l'appeler, le projet, bon, il y avait Van Petegem au moins aura utilisé un nouveau mot fiscal qui n'a jamais été utilisé en Belgique dans le cadre de la politique fiscale épure. C'est un synonyme, on va dire, de brouillon. Ça a volé à la poubelle, en tout cas pour cette législature. Et ce n'est pas nécessairement de sa faute. Il y a, je pense, dans le processus de consultation, il aurait pu être plus transparent dès le départ. Mais au niveau de... Et je crois qu'il faut retenir l'idée parce que ça montre que on a pensé à l'ensemble des conséquences des mesures qui sont proposées. Donc, en matière de fiscalité immobilière, Van Petegem a été, je trouve, à la fois courageux et en même temps lucide, parce que, au nom d'un principe d'égalité entre tous les revenus, Van Petegem a proposé que les loyers réels soient taxés, ce qui est à mon avis une des raisons pour lesquelles le projet n'est pas passé, mais il a eu le mérite de le faire. Et en même temps, il a pris en compte justement cet argument des petits propriétaires qui ont absolument besoin de leur loyer pour vivre, en disant ben, on va taxer, mais on va prévoir une exonération. Donc en fait, un montant non taxé de loyer. Donc jusqu'à un abattement, comme il y a pour les droits d'enregistrement, jusqu'à 6 000 €, eh bien on ne va pas taxer. Et au-delà, on va les taxer, hein, ce qui représente une évolution positive par rapport à la situation actuelle, mais qui a, sous l'angle de la politique des loyers, c'est intéressant parce que ça veut dire ben, les petits loyers, finalement, on ne touche pas au régime fiscal des petits loyers, on touche très peu. Et donc, on espère évidemment que cette réforme fiscale n'ait pas un impact négatif, que n'implique pas une augmentation des loyers pour les petits loyers, parce qu'on prévoit cet abattement. Et avec aussi un certain incitant, même si on reste dans un forfait hein, pour les frais de 30%, qui est déjà relativement généreux, mais aussi de dire, si vous dépensez plus pour, par exemple, mieux isoler le bâtiment, refaire toute une série de rénovations, vous allez pouvoir déduire aussi de votre loyer. Donc, sous l'angle du locataire, cette mesure, cette réforme proposée aurait permis d'avoir en tout cas un logement en meilleur état, parce que le propriétaire aurait été plus incité que maintenant à rénover et n'aurait pas trop touché au rendement locatif des petits loyers. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins, je trouve qu'il y a une évolution dans la pensée, un certain courage politique et une volonté d'arriver à un compromis qui puisse être politiquement acceptable, ce qui n'a pas été. Mais il partait quand même avec... je crois que quoi qu'il ait mis sur la table, ça n'aurait pas passé la rampe pour des raisons purement politiques.
Et déjà, ce n'était pas clair dès le départ dans la déclaration gouvernementale. Est-ce que le ministre devait proposer une réforme fiscale pour cette législature ou préparer une réforme fiscale pour la prochaine législature? Donc déjà, on partait assez mal si on n'était pas au clair sur ce qu'il fallait faire. Bon, quelques questions qui sont des interrogations qui résultent de la préparation de cette conférence avec les organisatrices. Est-ce qu'on peut espérer ou souhaiter aboutir à une taxation des loyers réels à long terme? Bon, ce serait en tout cas la taxation des loyers réels est certainement plus juste que le système actuel, hein, qui finalement taxe de la même manière, en tout cas selon le revenu cadastral, des réalités qui sont vraiment différentes. Gros point d'interrogation sur qu'est-ce que ça impliquerait sur les loyers. Et probablement en fonction de l'importance du loyer, il y aura un impact différencié. C'est peu probable que ça rende les loyers plus abordables s'il n'y a pas des mesures complémentaires de soutien ou si on ne clarifie pas ce qu'on va faire effectivement avec les revenus supplémentaires qui sont générés. Et comme j'ai déjà dit, s'il y a une déduction des travaux et des frais, probablement il y aura un impact positif sur la qualité du bâti. Fiscalité des loyers en matière d'impôt sur les revenus, ça implique de se poser aussi la question, parce que ce n'est pas tout de taxer les loyers réels, c'est-à-dire la valeur réelle telle que déclarée par le bailleur. Il peut y avoir une distinction entre le loyer réel et le loyer déclaré, ce qui est un enjeu aussi. Et c'est pour ça que je ne jetterai pas trop vite à la poubelle la notion de revenu cadastral, parce que loyer réel, c'est beau, mais salaire réel, c'est facile parce que l'employeur ne va pas, quoique dans certains cas, il pourrait le faire, mais généralement, quand c'est un tiers qui est totalement étranger, la banque qui vous verse les intérêts, votre employeur qui transmet alors l'information sur le revenu qu'il vous verse à l'État, et vous avez une certaine garantie d'indépendance qui fait en sorte que les données puissent être fiables. En matière immobilière, si c'est le bailleur lui-même qui doit transmettre le montant du loyer et que il sait que plus le loyer est élevé, plus il sera imposé, elle sera imposée, se pose la question de la collecte des données. Mais donc on peut passer au système de loyer réel, mais là se pose la question, est-ce qu'on a un système de loyer réel qui s'ajoute aux autres revenus du travail, qui sont soumis à un taux progressif, avec un minimum exonéré, ou bien est-ce qu'on a un taux fixe, hein, qui peut être, à l'heure actuelle, c'est 25%, non, c'est pas 30%, ça pourrait être 25, 35. Est-ce qu'on les taxe à un taux fixe? C'est des revenus d'investissement, vu que pour le moment, on taxe à un taux fixe les revenus d'investissement, comme intérêt, dividendes, est-ce qu'on dit que les revenus immobiliers, c'est la même chose? Donc là, c'est une question qui doit se poser. Un élément, donc qu'est-ce qu'on peut faire en conclusion? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il reste 7 minutes. 7 minutes, c'est parfait. C'est exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière fiscale vis-à-vis des loyers? Alors, revoir le précompte immobilier. On pourrait imaginer, au-delà de la question de la base, c'est éventuellement de moduler le précompte immobilier en fonction du loyer. Alors, c'est un peu la logique, mais là, c'est noir ou blanc, de l'AIS. Vous avez une exonération du précompte immobilier. Donc, régime AIS 0, régime non AIS 100. Entre 0 et 100, il y a une certaine marge. On pourrait imaginer que votre précompte immobilier soit par exemple réduit de 50% si vous vous inscrivez dans une grille des loyers ou de 25%. On peut moduler ça pour les immeubles qui sont donnés en location à certaines
conditions. On pourrait imaginer d'avoir une taxe sur le patrimoine immobilier. Alors, ce n'est pas interdit au niveau de la répartition des compétences. Se pose la question quand même d'un point de vue plus économique. Le précompte immobilier, même s'il est catalogué comme un impôt sur le revenu, parce que c'est un impôt sur, en fait, le rendement locatif, le revenu cadastral, c'est sur le rendement locatif estimé. Dans les faits, c'est quand même un impôt qui est devenu et qui est perçu comme un impôt sur le patrimoine. Hein, donc, est-ce qu'il faut un second impôt sur la propriété immobilière? C'est possible juridiquement. Il faut voir si ça vaut la peine en termes surtout de coûts, de mise en œuvre. Parce que faut mieux pas adapter le précompte immobilier. Il y a un adage qui dit un bon impôt, c'est un vieil impôt. Il y a un autre adage qui dit l'habitude rend toute chose supportable. Donc on s'habitue beaucoup. C'était Sénèque, il y a un Romain il y a 2000 ans. Donc on s'habitue à des impôts. On aime bien les impôts qu'on connaît en fait, et on n'aime pas les nouveaux impôts. Donc c'est un élément de psychologie fiscale à prendre en compte. Donc autant transformer une taxe ancienne qu'en créer une nouvelle. Alors, une idée qu'on avait développée avec Nicolas Bernard, qui permettait de lier l'aspect recette et l'aspect dépense, et qui est quelque chose que je pense qu'il faut creuser, c'est de dire, on va mettre en place un mécanisme de financement, de soutien au logement, avec un fonds dédié, qui pourrait être utilisé en fonction des recettes pour créer des logements neufs, pour donner des subventions aux locataires, et qui sera alimenté par une cotisation spéciale sur les loyers et éventuellement sur les loyers au-delà d'un certain montant. Se pose évidemment la question de savoir, d'avoir l'accès à l'information sur le montant du loyer. Mais on pourrait dire, et là il y a une dimension incitative, je pense, et ça pourrait se combiner avec le fait de, par exemple, réduire le précompte immobilier sur des loyers plus faibles, de dire, ben voilà, vous restez libre de déterminer votre loyer, mais sachez que si vous optez pour un loyer bas, vous payerez moins, précompte immobilier, régime AIS allégé. Et si vous décidez de, dites non, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller sur le marché locatif avec des locataires qui peuvent se permettre un loyer très élevé, eh bien là, sachez qu'il y aura une cotisation spéciale. Mais cette cotisation spéciale ira à un fonds logement. Et donc, quelque part, de cette manière, vous contribuez à rendre le logement abordable pour ceux qui ne peuvent pas se payer les loyers que vous demandez. Ça rentre dans la compétence de la région en matière de logement. Pour affiner d'un point de vue juridique, est-ce que ça pourrait être considéré comme un impôt sur le revenu? Je ne crois pas. Surtout s'il y a un lien très fort avec, évidemment, la dimension dépenses. Et c'est aussi, et c'est quelque chose qui, de manière générale, me préoccupe beaucoup et sur lequel j'essaye de développer des recherches, c'est la question de l'adhésion citoyenne à l'action de l'État et à la fiscalité. Et donc, essayer de mettre en œuvre des mécanismes intelligents qui ne font pas une scission nette entre la collecte des impôts et ce qui en est fait par rapport. Et si on arrive à avoir plus de transparence dans les politiques, je pense qu'il y aura plus d'adhésion. Je ne dis pas que les gens vont être tout d'un coup heureux de payer des impôts, mais le fait qu'ils comprennent, ils seront plus conscients. Alors, cela augmentera, à mon sens, l'adhésion. Donc, cette idée d'avoir une contribution spéciale qui permette d'alimenter un fonds, je pense que c'est le genre de mécanisme qui doivent être creusés, d'autant plus que ça peut se mêler assez facilement avec
une politique de participation. Assemblée des citoyens bruxellois sur à quoi on va consacrer ce fonds, qui travaille avec le politique. Je pense que c'est ce type d'innovation fiscale qui permettrait d'avancer. Et puis sinon, on peut aussi, mais ça c'est un mécanisme qui existe, on pourrait le développer davantage, c'est jouer sur les taxes de transaction et vous payez moins de TVA ou moins de droits d'enregistrement si vous destinez l'immeuble à la location à des prix abordables. Mais se pose la question, combien de temps, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas, quels sont les mécanismes de contrôle. Voilà, les plus-values, bon, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je ne pense pas que la taxation des plus-values, qui est une question fiscale importante, aura un impact direct sur le caractère abordable des loyers. Mais on peut l'imaginer. Il y a déjà une taxation sur les plus-values à l'heure actuelle. Personne ne le sait, mais c'est dans le code des impôts sur les revenus. Ça ne concerne pas l'immeuble d'habitation, mais les immeubles, notamment donnés en location. Si vous les revendez en déant les 5 ans, il y a une taxe sur la plus-value. Donc voilà, en conclusion, la question de l'impact de la fiscalité sur les prix et des loyers, c'est quelque chose à tenir à l'œil. Il y a une séparation institutionnelle des compétences, mais une coordination, même si elle est difficile, est possible, et surtout la région a des leviers, c'est important. Et l'importance de regarder aussi au-delà de ce qu'on va taxer, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, quitte à développer de nouveaux mécanismes de financement qui créent un lien plus fort, plus transparent entre les recettes que l'on collecte et la manière dont on les dépense.